Y a-t-il quelqu'un à la maison? Et je suis à la maison. Qu'est-ce que tu veux? Oh, es-tu le maître du château? Oui, monsieur, je suis le maître ici. Que veux-tu? Oh, tu as l'air français. Oui, je suis français. Qu'est-ce que tu veux? Désolé, je ne suis pas en France, mais je cherche un abri. Ça a été un long voyage, tout le monde dans le village est malade et je ne veux rien attraper là-bas. Ils n'ont ni auberge ni monastère, donc je ne peux pas y rester. Alors, me permettriez-vous de rester ici? Êtes-vous ce français? Non, pas vraiment. Êtes-vous un seigneur? Je suis un seigneur des terres d'ombre. Les terres d'ombre. D'accord. Vous pouvez rester dans mon château si vous promettez votre main à ma fille, Héloïse. Hé, Héloïse, viens! Ton nouveau mari est là! Vous voyez, c'est ma cousine au second degré, ainsi que ma fille et mon ex-femme. Ne fais pas attention à sa troisième narine, à son derrière, ni au poignard qu'elle garde dans son pantalon. Qu'en dites-vous, monsieur? Vous épousez ma fille? Chadiversité. Salutations, je suis Chad et vous avez peut-être remarqué qu'il y avait un ou deux nouveaux visages dans ce sketch d'ouverture. Eh bien, si vous connaissez suffisamment mon contenu, vous saurez qui ils sont. Bay et Oz sont déjà apparus sur la chaîne. Le Seigneur des Mèmes est apparu sur Chadiversity et il apparaît aussi plus souvent sur mon autre chaîne Game Night. Et c'est un peu la petite nouvelle sympa, c'est que Ben, Oz et Nathan seront plus présents sur Game Night et apparaîtront plus souvent sur Chadiversity, ce qui me permettra de faire des sketchs amusants, c'est cool. Passons maintenant au sujet de cette vidéo, à savoir les auberges, comme l'indique le titre. Vous voyez, l'auberge occupe une place intéressante et particulière dans de nombreux univers médiévaux fantastiques. Et si vous jouez à Donjons et Dragons, ou même si vous regardez des œuvres fantastiques, l'auberge semble être l'endroit où les héros reviennent, ou qu'ils cherchent, lors de leur voyage ou entre deux aventures. C'est un élément plutôt important. Et je sais que pour moi, en jouant à de nombreux jeux de rôle fantastiques, j'ai eu beaucoup de combats, de discussions ou de séances de planification et de complot dans l'auberge. Ce qui est intéressant, c'est que la façon dont les auberges sont représentées le plus souvent dans la fantasy n'est pas exactement celle dont elles fonctionnaient dans leur origine historique réelle. Les auberges médiévales étaient quelque peu différentes. Et l'une des grandes différences que vous remarquerez, c'est qu'il n'y en avait pas autant. Dans la fantasy, chaque village semble avoir son auberge. Je sais que c'est un peu ce que j'ai vécu, mais dans le passé, vous n'alliez pas trouver une auberge dans chaque village. Certains villages étaient petits ou pauvres, et même les plus aisés manquaient parfois d'auberges. Il est assez courant de trouver une auberge dans une ville, d'accord, ou dans de très grandes villes établies où les voyageurs réguliers sont assez fréquents. Dans les vrais villages, non, il n'y en avait pas. Pourtant, les gens voyageaient à l'époque médiévale. Et en réalité, la paysannerie voyageait bien plus que ce que les gens pensent. Même les serfs et tout ça, c'est drôle. L'un des types de vacances classiques que les gens aimaient prendre à l'époque médiévale, c'était les pèlerinages. Ils aimaient voyager vers un lieu spécial, souvent religieux, pour voir ou prier devant une relique sacrée. Le pèlerinage était très populaire car il permettait de voyager, de découvrir le monde et de quitter son quotidien comme des vacances à l'époque. Et donc, s'ils voyagent beaucoup, où logent-ils si les auberges n'étaient pas aussi courantes dans le passé qu'elles le sont dans les œuvres de fantasy? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler. Je vais parler de l'hébergement en général, mais aussi des différences entre les auberges médiévales et ce que l'on voit dans la fantasy. Et peut-être que si vous voulez donner à vos univers un peu plus d'authenticité, vous pourriez adopter certaines de ces idées ou même ces faits historiques dans votre propre univers, que ce soit pour l'écriture, le jeu de rôle, le développement de jeux, tout ce que vous voulez, le jeu de rôle grandeur nature. En fait, toutes ces choses, nous pouvons en tirer beaucoup d'enseignements à partir des points dont je vais parler. Donc, nous allons nous diriger vers l'auberge. Avant d'aborder les auberges médiévales, je souhaite évoquer la notion d'hébergement et les alternatives qui existaient avant que l'on doive chercher une auberge. Parce que, d'une part, les auberges sont un type d'établissement commercial, alors que faites-vous si vous n'avez pas d'argent? Et tout le monde n'avait pas forcément de l'argent liquide à disposition, mais bien sûr, ils aimaient voyager.
Eh bien, l'une des choses intéressantes concernant le passé, c'est que loger chez des inconnus était en réalité bien plus courant qu'à l'époque moderne. Aujourd'hui, nous sommes méfiants envers les inconnus et hésitants, alors qu'autrefois, ils l'étaient beaucoup moins. Mais cela ne veut pas dire qu'ils acceptaient n'importe qui. Il semble bien qu'ils avaient certaines exigences. Et l'une des choses intéressantes, c'est qu'ils semblaient être plus accueillants envers les personnes de la même classe sociale qu'eux. Et donc, on peut imaginer que le seigneur d'un château serait un peu plus réticent à accepter n'importe quel paysan ou vaurien. Mais si un autre seigneur arrivait, absolument, en fait, c'était souvent le roi lui-même. D'accord. Penser que le roi vivait toujours dans son château est une erreur. En réalité, le roi et la reine aimaient parcourir leur royaume pour simplement voir ce qui se passe et maintenir la gouvernance et l'autorité. Et donc, souvent, ils voyageaient entre les demeures des seigneurs. Évidemment, si le seigneur apprenait la venue du roi ou de la reine, il l'acceptait. Et il se dépêchait aussi, et parfois cela pouvait être une entreprise coûteuse, car il devait s'assurer d'organiser un festin pour le roi, d'impressionner le roi et tout cela. Donc même le roi voyageait entre les demeures. Mais qu'en est-il des marchands ? D'accord, pour un marchand, on peut logiquement comprendre qu'il serait plus enclin à accueillir un marchand que d'autres personnes. Parce qu'ils font partie du même genre de tribu, si je devais imaginer, parce que les gens, on a tendance à naturellement se rapprocher de personnes qui nous ressemblent, n'est-ce pas ? C'était naturel. On s'identifie facilement. Tu es marchand, moi aussi. On peut juste discuter de tes produits, comment tu vas et ce que tu vends. Je pourrais envisager de vendre cela dans mes activités commerciales. Tu as eu ces problèmes, moi aussi. Comment les choses se vendent là-bas? Et donc, tu peux voir pourquoi il serait vraiment intéressé à discuter avec d'autres marchands venant d'autres parties du monde, parce que la notion d'information ne circulait pas aussi librement à cette époque qu'aujourd'hui. Et donc, l'une des façons d'obtenir des informations sur ce qui se passe dans le monde, c'était par les voyageurs. Et donc, l'un des types d'échanges auxquels on pouvait s'attendre lorsqu'une personne séjournait chez quelqu'un d'autre, ce serait « Raconte-nous les potins, les nouvelles, qu'est-ce qui se passe ?» D'où viens-tu? Que se passe-t-il? La peste est là-bas? On va parler de la maladie, car c'était aussi une limite pour savoir si quelqu'un était accueilli chez eux. Donc, en ce qui concerne la paysannerie, tout d'abord, il faut comprendre que la paysannerie est en réalité un sujet assez vaste. Cela inclut des personnes considérées comme des hommes libres, mais aussi des serfs. Il existe en fait, vous savez, de nombreux niveaux différents de types de paysannerie. Vous savez, les artisans et toute personne ayant un métier, en fait, ne seront pas trop pauvres. S'ils ont un bon métier, comme faïencier, ils s'en sortiront bien sans devenir riches, mais sans devoir creuser la terre. Mais même les agriculteurs, d'accord, c'est drôle, il y a beaucoup d'idées fausses sur la paysannerie médiévale. Bref, donc, il est très courant que les gens soient prêts à accepter des personnes de leur propre statut social et potentiellement d'un statut supérieur. Mais il y a un truc, c'est que si un noble est particulièrement riche, il pourrait être assez réticent à rester chez une personne de rang inférieur. S'ils n'ont pas le choix, que feront-ils? D'accord, mais il y a évidemment des situations où, peu importe à quel point ce que nous avons en commun est similaire, si nous appartenons à la même classe sociale, il existe des situations où certains ne peuvent rester, comme la maladie. À l'époque médiévale, la maladie était grave car la technologie n'était pas avancée et tomber malade pouvait entraîner la mort. Et donc, si quelqu'un est manifestement et visiblement malade, ce n'est pas une question de manque de charité, c'est une question de protection pour vous et votre famille. Vous ne voulez pas mourir, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, accepter des personnes malades va susciter une grande hésitation. Et cela soulève quelque chose d'intéressant. Alors, que font ces personnes? Où vont-elles? Celles qui sont malades, qui ont besoin d'un minimum d'abri, d'un minimum d'hospitalité. Mais il n'y a pas que, il y a aussi une autre catégorie de personnes qui auraient probablement beaucoup plus de difficultés à trouver un logement. S'ils semblent sales, négligés et peu fiables, s'ils sont mendiants ou autres, il y a tout de même des aspects intéressants. Des similitudes dans de nombreuses cultures humaines où certains types de personnes et de classes sont fréquemment rejetés et négligés. C'est souvent parce que les gens jugent un livre à sa couverture. Et quand vous voyez quelqu'un qui a l'air un peu, vous savez, vous pourriez être hésitant, mais s'il est propre et que vous voyez, vous travaillez, vous savez, dans les domaines
l'évêque là-bas et que vous servez sous ses ordres, vous pourriez demander ce qui se passe, entrer, passer la nuit, recevoir de la nourriture, puis en savoir plus, mais d'autres groupes ne le feraient pas. Donc ce ne sont pas seulement les malades qui peineraient à trouver un logement en voyage. Alors, où vont-ils s'ils ont besoin d'un peu d'hospitalité? Eh bien, c'est là que les hôpitaux entrent en jeu. Et c'est le sens fondamental du mot. Un hôpital était un lieu de charité qui était créé spécifiquement pour offrir l'hospitalité à ceux qui, parmi tous, avaient le plus de mal à en trouver. Et c'était principalement les malades. Et cela a évidemment évolué à cause de ce qui est intéressant. À l'origine, les hôpitaux n'étaient pas destinés à soigner les malades. Leur fonction d'origine était de fournir un abri et un endroit pour dormir. À l'origine, un hôpital ne servait pas principalement aux malades. En gros, c'était une œuvre de charité pour les personnes qui ne pouvaient absolument pas trouver d'autre endroit où dormir, alors elles allaient à l'hôpital. Mais bien sûr, vous comprendrez que les personnes qui ont le plus de mal à trouver un logement sont les malades, et bien sûr, où vont-ils? Ils vont à l'hôpital. Et puis, l'hôpital a évolué pour signifier littéralement l'endroit pour les malades, parce que si vous êtes quelqu'un qui veut s'occuper des malades, où trouve-t-on généralement les malades le plus facilement? Dans les hôpitaux, on observe une évolution. Mais si vous cherchez un hébergement spécifique dans des villes bien organisées et ne trouvez rien, on dit parfois qu'il n'y avait pas d'auberge ou aucun logement disponible. Dans ce cas, il restait toujours l'hôpital. Il faudrait essayer de le jouer comme un hôpital médiéval, pas moderne. C'est assez différent. On peut aussi imaginer en fait que si vous êtes une personne avec un certain niveau de moyens, même parmi la paysannerie, vous ne voudriez probablement pas rester dans un hôpital si c'est là que les malades séjournent ou si cela marquait une appartenance à une classe particulièrement basse. Et même si vous êtes, disons, cela pourrait être un endroit où même les paysans hésitaient à rester parce que c'est un hôpital, vous voyez. Et donc, s'il n'y avait personne prêt à les héberger ou aucun endroit où ils pouvaient trouver refuge, il existait un autre lieu très courant où l'on pouvait trouver un hébergement, et même plus courant que les auberges, c'était dans les monastères. Les monastères, vous savez, avaient un devoir chrétien d'accueillir les personnes ayant besoin d'un abri. Et à tel point que de nombreux monastères, en fait, avaient des lieux dédiés pour accueillir les voyageurs, les personnes de passage. Et c'était leur obligation non seulement de leur offrir un endroit où dormir, mais aussi de leur fournir de la nourriture et d'autres choses. Et si vous aviez de la chance, ou si vous connaissiez quelqu'un d'important au monastère, ou si vous étiez une personne importante, vous pouviez en fait obtenir un meilleur endroit pour dormir que ce genre d'espace plus public qui était prévu pour cela. Et cela pouvait être un dortoir d'une certaine sorte. Les monastères étaient alors un abri fiable pour les voyageurs à l'époque médiévale. Il se dit, où puis-je dormir? Où est le monastère le plus proche? Tu as bien compris, mais un monastère n'est pas une chapelle. Souvent, ils avaient des chapelles, mais un monastère était généralement un ensemble de bâtiments où tout un ordre monastique vivait leurs activités. Et ils étaient souvent très bien organisés, d'accord? Parce qu'une des principales façons de devenir riche au Moyen-Âge était d'avoir un bon contrôle sur la terre, surtout si vous en étiez propriétaire. Mais la propriété est intéressante parce que techniquement tout appartient au roi et ensuite le roi ne l'accorde que par fief ou vassalité et ainsi de suite, mais c'est toujours techniquement la propriété du roi, mais il vous permet d'en être le seigneur, donc cela peut devenir compliqué. Mais l'un des grands propriétaires fonciers du Moyen-Âge était bien sûr l'Église, et si vous aviez des terres, eh bien vous pouviez avoir vos propres fermiers locataires. D'accord. Donc, il est incorrect de penser que le servage et tout cela n'existe qu'entre le seigneur et le paysan. Cela existe aussi entre l'Église, les monastères, les évêques locaux et autres, entre eux parce qu'ils possédaient des terres, et donc ils pouvaient avoir des fermiers locataires sur leurs terres et avoir le même type d'arrangement, et tout cela parce qu'ils pouvaient aussi avoir des vassaux. Ces ordres monastiques ont fini par devenir assez riches et ils produisaient aussi, c'est bien que ce soit simplement du grain ou du vin, vous savez, toutes sortes de choses, du bétail, parfois ils travaillaient même les métaux et tout ça, ils avaient même des forges. Ils fabriquaient des fromages, des produits laitiers et avaient diverses industries. Un monastère ne faisait pas tout, mais pouvait se spécialiser et vendre sa production, devenant parfois riche. Au Moyen-Âge, on croyait aussi que les prières des personnes très pieuses étaient plus efficaces.
écoutés par Dieu avec plus d'attention que les prières des gens ordinaires qui ne consacrent pas toute leur vie au culte. Ainsi, ils payaient aussi les moines pour prier pour eux, dans l'idée et la croyance que les prières des moines seraient entendues par Dieu avec plus d'efficacité que les leurs. Il y avait aussi cette source de revenus. Bref, les monastères étaient très riches, très répandus, et un excellent endroit pour trouver un hébergement fiable si vous voyagiez. Vous avez toutes ces options, dont les maisons des gens ordinaires. Il y a aussi les hôpitaux, si vous êtes désespéré, ainsi que les monastères. Les seigneurs de haut rang possèdent aussi un manoir. Et si vous êtes un marchand, vous pouvez loger chez un marchand. Et chose intéressante, j'ai lu un récit qui disait que la maison d'un marchand était en fait un endroit bien plus agréable qu'une auberge. Si vous logiez chez un marchand, vous seriez mieux nourri et auriez un meilleur couchage. Donc, les auberges ne sont peut-être même pas la toute première option, s'il y en a une. Ce sont des éléments intéressants à considérer. Maintenant, nous arrivons en fait aux auberges de la période médiévale, car elles existaient bel et bien. Elles étaient là, mais comment fonctionnaient-elles et à quoi ressemblaient-elles ? Et nous allons aussi parler un peu de la façon dont les gens dormaient, car cela nous renseigne sur la manière dont les auberges étaient organisées, leurs chambres, leurs lits, mais cela se traduit aussi par la façon dont les gens dormaient en général à la période médiévale. Et donc à cause de cela, je veux en fait aborder un peu ce sujet avant que nous plongions directement dans les auberges. À l'époque moderne, comme nous avons pour une vidéo remarquable sur les pratiques de sommeil à travers les âges, je recommande celle de Lloyd de Lindy Beige sur les lits. Elle contient d'excellentes informations, dont certains faits que je vais répéter ici. Tout le mérite lui revient. Il partage quelque chose d'intéressant que j'ai aussi confirmé par expérience et recherche, c'est que l'instinct naturel des humains n'est pas de dormir en isolement. Ils préfèrent largement dormir avec d'autres personnes. J'ai vu ça avec mes propres enfants, d'accord ? Mes enfants adorent simplement se blottir et dormir dans le même lit, pour le confort, pour le réconfort, pour la compagnie et tout ça. Juste parce que c'est courant ici, tu as besoin de ton propre lit, n'est-ce pas ? J'ai même pris la peine de faire un... J'avais fabriqué un lit superposé à 3 niveaux pour mes 3 plus jeunes enfants, pensant que ce serait génial, mais finalement, ils étaient tous ravis de dormir ensemble et ont préféré s'entasser sur la couchette du bas, car ils aiment simplement se blottir les uns contre les autres, un instinct très naturel. Dans l'histoire, il était très courant que les enfants se blottissent tous dans le lit, même avec les parents. Ce n'était pas toujours ainsi. Mais si vous dormez avec un nourrisson que vous allaitez, il devient souvent difficile de le faire quitter le lit parental à mesure qu'il grandit, car il continue à s'y blottir. Parfois, cet âge durait longtemps à se blottir avec les parents. Bien sûr, les parents m'ont un besoin d'intimité pour moi et des choses comme ça, mais ce que je veux dire ici, c'est que le sommeil communautaire était très courant à l'époque médiévale, et même lorsqu'ils se séparaient, parfois ce n'était que dans un lit gigogne qui se glissait et qui était juste à côté du lit principal. D'accord, donc... Cette idée d'avoir son propre lit dans sa propre chambre, si jamais cela arrivait, c'était uniquement réservé aux très riches qui pouvaient se le permettre. Et c'est devenu un signe de statut, ce qui a ensuite évolué et s'est traduit à l'époque moderne, où c'est presque une pratique standard, mais ce n'est pas forcément la pratique la plus naturelle. Maintenant, pour revenir à la période médiévale, en raison du sommeil communautaire, il y a une chose intéressante. Les lits plus grands pour au moins 2 personnes étaient beaucoup plus courants que les lits simples pour une seule personne, et cela pour plusieurs raisons. Cette pratique existait aussi dans les auberges. Si vous alliez dans une auberge à l'époque médiévale, il était très rare qu'ils aient un lit simple dans une chambre individuelle pour une seule personne. L'extravagance et le gaspillage seraient tout simplement incroyables, parce que réfléchissez-y, rien qu'en termes de coûts matériels, il faut plus de matériaux pour fabriquer 2 lits pour 2 personnes que pour fabriquer un lit plus grand dans lequel 2 personnes peuvent dormir ensemble, d'accord ? En fait, on peut même le faire un peu plus grand et y faire tenir 3 personnes sans avoir à gaspiller autant de ressources que pour fabriquer 3 lits individuels. Donc, rien qu'en termes d'économie de matériaux, une auberge, s'ils veulent accueillir un maximum de personnes et gagner plus d'argent, ils ont intérêt à fabriquer des lits plus grands plutôt que des lits simples. Donc, si vous allez dans une auberge et acheter un abri pour la nuit, vous prendrez probablement une place dans un lit, pas une chambre.
Et en fait, non seulement les lits étaient un commun et vous dormiez essentiellement avec un inconnu, d'accord? Ce qui n'était pas aussi choquant ou étrange à cette époque que ça l'est aujourd'hui, d'accord? Parce que rappelez-vous, si vous voyagez et que vous séjournez chez d'autres personnes, vous seriez aussi, vous savez, dans la maison d'un inconnu. Mais aussi, cette idée, dormir parfois avec un inconnu, offrait l'opportunité d'obtenir des informations ou de discuter avec quelqu'un venant de partout. Cela permettait d'acquérir des connaissances, d'établir des contacts utiles pour les affaires ou l'artisanat. De nombreuses opportunités intéressantes pouvaient ainsi se présenter. Dans cette habitude de dormir en commun, même à côté d'un inconnu, dans un grand lit où l'on pouvait mettre 3 étrangers. Donc non seulement il y avait des lits communs, mais dans les auberges, il y avait plusieurs lits dans une même chambre. Encore une fois, c'était une question d'économie, d'accord? Quoi? Consacrer toute une chambre à un seul lit pour un seul client. Quel gâchis! Cette chambre pourrait accueillir 10 personnes et rapporter 10 fois plus. C'est un point intéressant et important à considérer. Cela va même un peu plus loin, c'est intéressant. Maintenant, quand je parle de circonstances exceptionnelles, je ne veux pas que les gens pensent ensuite que c'était une pratique courante, d'accord? Parce que malheureusement, il y a des comportements et des pratiques exceptionnelles et étranges que les gens ont relevés à propos de la période médiévale, et ensuite les gens s'y accrochent et pensent que c'est ce que tout le monde faisait. Oh, comment ça? Parfois, ils buvaient de la bière au lieu de l'eau, donc tous les médiévaux buvèrent de la bière. Non, ce n'est pas ça, d'accord? Quoi, toute l'eau était mauvaise? J'ai déjà répondu, mais c'est un exemple de quelqu'un qui généralise trop une anecdote intéressante. Voici une anecdote intéressante, ne la généralisez pas. Mais parfois, cela devenait une caractéristique d'une auberge qui avait un lit particulièrement grand. L'un des plus célèbres, cité par Lloyd dans sa vidéo, est le grand lit de Ware. Et c'est son nom, le lit de Ware. Et c'était une curiosité parce qu'il était particulièrement grand. Ce qui est intéressant des auberges, plusieurs lits dans une même chambre, et généralement des lits plus grands qui pouvaient accueillir au moins 3 personnes. Parfois, ils étaient encore plus grands. À l'époque médiévale, un lit simple dans une chambre individuelle était très rare et étrange. Il faudrait vraiment être particulièrement riche, et l'auberge devrait attirer des gens très fortunés, rien que pour avoir le chiffre d'affaires nécessaire pour se permettre une telle chose. Ils auraient pu faire l'inverse et loger 10 personnes dans le même espace, non? N'oublie pas l'économie lors de la fabrication des lits. Un lit 2 places nécessite moins de matériaux que 2 lits séparés. Donc, il y a ça. L'autre grande idée reçue sur les auberges de la période médiévale, c'est l'idée qu'elles étaient aussi des maisons de bière et des tavernes. Et c'est le cliché habituel. Je pense par exemple au Seigneur des Anneaux, d'accord? Je crois que c'est le poney fringant à Bray, où ils entrent et c'est essentiellement une maison de bière avec des chambres à l'étage. Et tout ça. Les auberges servirent de la nourriture à leurs clients. Je ne dis pas qu'elles ne le faisaient pas, mais ce n'étaient pas des maisons de bière ouvertes où l'on pouvait entrer, boire, manger et repartir. Non, souvent, elles n'étaient autorisées à donner de la nourriture qu'aux personnes qui y passèrent la nuit, d'accord? Parce que c'est une activité complètement différente. Avoir une maison de bière publique, une taverne, en fait, c'était un autre métier. Pense aussi au coût que cela représenterait pour s'installer, d'accord? Parce que si tu commences à produire de la bière, c'est comme une entreprise complètement distincte en plus de l'autre. Ça a du sens d'un point de vue de la qualité du produit. Évidemment, cette idée s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Parce que la plupart des hôtels et auberges ont des restaurants qui leur sont rattachés. Mais à l'époque, vous savez, quand ces idées commençaient tout juste à émerger, vous avez suffisamment de chambres et souhaitez les remplir en vous concentrant sur une tâche à la fois. Les repas étaient souvent inclus, parfois dans de vraies salles à manger réservées aux résidents, mais rarement ouvertes au public et ce n'étaient pas des tavernes. Une maison de bière et une maison de vin étaient des établissements distincts des auberges, donc si vous voulez être plus fidèle à la période médiévale dans la fantasy, ce serait le cas. Si les aventuriers ont besoin d'un repas, ils iraient à la maison de bière ou à la taverne, et cela pouvait souvent être un endroit bruyant et agréable, vous savez, où l'on pouvait rencontrer la racaille et la vilenie, où les bagarres éclataient avec les tables rondes et les gens qui regardaient autour d'eux, donc toutes ces rencontres se produisaient généralement dans ces lieux. Les maisons de bière existaient, mais l'auberge était un bâtiment séparé, avec de grands lits et un dortoir commun, comme évoqué ici. C'est une distinction rarement montrée dans la fantasy, où l'auberge est toujours associée à une maison de bière.
Je ne dis pas que c'est incorrect, parce que c'est de la fantasy. On peut s'écarter de ce qu'étaient les choses historiquement, comme les auberges historiques du Moyen-Âge, mais cela conduit à des idées fausses sur le passé, parce que, franchement, combien d'entre vous savez que les auberges avaient rarement des maisons de bière ou tavernes comme faisant partie de leur fonction? Ça n'existait pas, et la raison pour laquelle vous pourriez avoir cette idée fausse, je pense, c'est à cause de la façon dont elles sont souvent représentées dans la culture populaire et ce genre de choses, donc c'est utile de simplement connaître la différence. Pour savoir à quoi ressemblait réellement la période historique, et si vous voulez la rendre plus historiquement exacte, eh bien maintenant vous le savez, n'est-ce pas? Et vous avez cette opportunité, et c'est juste un de ces faits vraiment intéressants, et un autre de ces faits est que peut-être, lorsque vous traversez un petit village, il n'y aura pas d'auberge du tout. Et donc il devrait chercher un hébergement chez les habitants qui vivent là ou auprès du seigneur du château. Imaginez même que c'est un scénario de jeu de rôle bien plus intéressant, où vous devez essayer de négocier l'entrée parce que vous voulez dormir dans le château du seigneur, et les aventuriers pourraient, s'ils sont célèbres ou autres, d'accord, et dormir dans le château du seigneur offre bien plus d'opportunités d'aventure et d'intrigue, et tout cela que simplement dans une auberge ordinaire. Donc les auberges seraient tout simplement moins courantes dès le départ, si vous voulez être plus précis. Mais lorsque les auberges étaient utilisées à l'époque médiévale, il y avait une autre fonction intéressante qu'elles remplissaient dans les villes, qui imposait des restrictions sur les types d'armes que les gens étaient autorisés à... J'ai une vidéo sur les lois du port de l'épée au Moyen-Âge. J'en parle ici, donc je serai bref. Toutes les villes n'avaient pas de restrictions, mais certaines en imposaient, souvent selon la longueur de l'arme, pas son type. Si vous portiez des armes en entrant en ville, l'auberge jouait un rôle à ce sujet. Était que vous deviez remettre votre arme à l'auberge où vous séjourniez pendant toute la durée de votre séjour en ville, et lorsque vous quittiez la ville, vous pouviez récupérer votre arme et traverser la ville jusqu'à l'auberge, puis sortir de la ville depuis l'auberge avec votre arme, tant que c'était dans ces conditions. Quitter la ville ou aller à l'auberge, puis la remettre. Et donc une autre fonction intéressante que remplissait une auberge, précisément. Voilà donc, les auberges, ce qu'elles étaient vraiment à l'époque médiévale et comment elles diffèrent dans la fantasy. J'espère que vous avez aimé. C'était une vidéo amusante, mais comme dit au début, les auberges ont une vraie importance dans la fantasy. Ce serait plus intéressant avec plus d'exactitude historique, comme négocier sa place pour dormir, car les auberges devraient fonctionner ainsi. Donc, des choses très amusantes et intéressantes. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé, et bien sûr, j'espère vous revoir. Donc, jusqu'à ce moment-là, au revoir.